À l'extrémité est du Québec se dresse une mer de montagne exceptionnelle. Depuis 1937, ce haut lieu d'activité de plein air vise la protection du milieu naturel et des espèces qui y vivent, dont le caribou des bois, dernier représentant de cette espèce au sud du fleuve Saint-Laurent. Découvrez avec nous le Parc national de la Gaspésie. Chaque automne, laissés aux bons soins de Dame Nature, les sommets se couvrent de blanc, signe annonciateur qu'une nouvelle saison d'hiver est à nos portes. Ici, les hivers sont spectaculaires. C'est l'altitude de ces montagnes et la proximité du fleuve Saint-Laurent qui influencent profondément le climat. Les monts Chic-Choc et McGarrigle reçoivent les plus fortes précipitations moyennes annuelles au Québec. Pas étonnant que la plus grosse bordée de neige fût de 150 cm en 24 heures et que le territoire reçoit en moyenne 450 cm de neige en basse altitude. Le Parc national de la Gaspésie, c'est un parc de montagne. Donc ici, on a plusieurs éléments qui font en sorte qu'en hiver, c'est un peu le paradis du skieur, du raquetteur, en fait, de l'amant de la nature qui aime bien profiter de la neige et même de plein de conditions aussi qui sont changeantes en montagne. On a ici 25 sommets de plus de 1000 mètres, donc au Québec, ça fait partie quand même d'un important relief montagneux. C'est plus que des collines, donc même si on est à 1000 mètres, on a des conditions similaires à la haute montagne. On a des endroits où il y a peu de végétation, un enneigement phénoménal. Il tombe de 7 à 8 mètres en précipitation totale de neige en hiver dans le parc. Le vent aussi, qui est un facteur très important à considérer parce qu'il va transporter des quantités phénoménales de neige. On a des rafales de pointe de vent là, déjà estimées à 250 km/h. Dans le cas du petit Mont-Sainte-Anne, ce sont les rafales les plus fortes jamais enregistrées. Là. Donc, imaginez-vous tout ça réuni, le froid. En plus, ici, la température moyenne des sommets, c'est moins 4 degrés Celsius. Donc, ça implique des gels à l'année au Mont-Jacques-Cartier. D'ailleurs, moi, depuis que je travaille dans le parc de la Gaspésie, il n'y a pas un mois de l'année où je n'ai pas vu tomber de la neige. Donc, l'hiver, c'est comme la saison la plus importante en termes de durée. Donc, toute la nature s'est comme adaptée à ces conditions-là. C'est sûr qu'il y a des cycles saisonniers, mais l'hiver, c'est vraiment une saison hyper importante dans ces cycles-là. Et certains animaux nous quittent, mais d'autres restent ici et doivent faire avec. Bien sûr, les montagnes du parc ont un effet aussi sur le climat assez localisé aussi, dû à l'altitude. Ces montagnes-là vont avoir un effet qu'on dit orographique. Ça veut dire l'air humide qui provient soit du fleuve ou des masses importantes qui proviennent du nord est bloqué par cette barrière de montagne qui bloque l'air. Et pour passer par-dessus, l'air doit se délester d'une partie de son humidité. Donc souvent, les flancs exposés au vent dominant sont très arrosés. C'est ici que tombent les plus fortes précipitations au Québec en pluie et en neige. Et même si en Gaspésie, on dit souvent que c'est un endroit arrosé, sur la côte, il y a une station météo à Cap-Chat. Il tombe 2 fois plus de neige dans les montagnes, 2 fois plus de pluie et 3 fois plus de neige dans les montagnes du parc que par rapport à Cap-Chat. Donc c'est vraiment cet effet-là qui est bloquant, si on veut, qui fait en sorte que l'air humide va se saturer en montant et doit se délester une partie de son humidité. On voit ce phénomène-là un peu partout dans les massifs montagneux. Là, il y a un côté qui est très humide et d'autre côté, c'est souvent un peu plus aride à cause de ce facteur-là. Ça fait en sorte qu'en plus, il y a un facteur de combinaison du froid parce qu'à chaque 100 mètres qu'on franchit dans le parc, c'est l'équivalent de faire 100 km vers le nord et la température diminue de 0,6 degrés par 100 mètres. Ce qui fait qu'il y a toujours un gradient, et ça peu importe où on se trouve sur la planète, dès qu'on s'élève en altitude, c'est de plus en plus froid. Donc il y a toujours un 5 à 7 degrés entre la base de la montagne et le sommet. Et si on ajoute à ça le facteur ensoleillement, le vent, il peut y avoir des écarts des fois assez importants entre les conditions
météo du sommet par rapport en bas de la montagne. Donc, on peut véritablement vivre l'équivalent de ce qu'on pourrait trouver dans le Grand Nord québécois à quelques minutes, à quelques pas, si on veut, du fond de la vallée. C'est pour ça que souvent, on dit aux gens d'amener des bons vêtements parce que les conditions sont changeantes et là-haut, il n'y a aucune commune mesure avec ce qui se passe en bas. Donc, il faut être vraiment prêt à affronter ce climat-là. C'est comme si demain matin, je vous amenais avec moi en avion et dans 5 minutes, on se déplace et on débarque dans le nord du Québec. Bien, on amènerait un peu plus d'équipement que si on avait à faire une randonnée seulement dans le fond de la vallée. Donc ici, il faut prévoir ses itinéraires et faire en fonction de ce climat qui change en altitude. Le nom Chic-Choc représente bien l'image de cette barrière de montagne. En langue Micmac, ça veut dire paroi infranchissable. Et ça, on le voit bien en entrant par le nord, par Sainte-Anne-des-Monts, cette grande barrière de montagne. C'est la portion, je disais, la plus ancienne. C'est le fond d'un océan. Et c'est la portion la plus connue par son nom. L'autre portion, la plus élevée du parc, est un peu moins connue par son nom, c'est les monts McGarrigle. Mais c'est là qu'on se trouve le plus haut sommet, le mont Jacques-Cartier. Il y a d'autres sommets aussi importants qu'on retrouve, le mont Richardson, par exemple, Xalibu, qui font partie aussi de cette chaîne-là. Et on remarque aussi, les sommets ici sont hyper plats ou très arrondis. Ça n'a rien à voir avec une chaîne de montagnes jeune. Tous nos sommets ici présentent une allure plutôt de plateau. Et ça aussi, ça confère au Chic-Choc une caractéristique assez unique parce que ces grands plateaux-là, très enneigés, vont amener beaucoup de neige dans ces versants. Et c'est là qu'on retrouve souvent des plaques de neige qui persistent presque tout l'été. Il n'est pas rare ici de faire de l'ascension de la montagne en juillet et d'être capable de se faire une petite boule de neige en plein mois de juillet dans les derniers kilomètres avant d'arriver au sommet. C'est là que se forment les combes à neige. Les combes à neige, il peut y avoir 10, 15 et même 20 mètres d'accumulation de neige au sol, ce qui fait que, comme la température est froide, bien, ça prend des fois pratiquement tout l'été à fondre, juste avant que ne tombent les prochains petits flocons, des fois fin août. Septembre, on peut commencer à revoir la neige s'accumuler parfois sur ces sommets. Les sommets du Parc national de la Gaspésie sont exposés à des conditions météo surprenantes. Selon vous, quelles sont les bourrasques de vent les plus fortes qui ont été récemment enregistrées? Attachez votre tuque. Des pointes de 250 km ont été enregistrées au sommet durant l'hiver 2017. Cela correspond à la vitesse des vents d'un ouragan de catégorie 4. En hiver, dans le parc, il y a plusieurs activités possibles. Dans les tout débuts, si on veut, dans les tout débuts. Dans les années 70, les premiers explorateurs, si on veut, qui venaient ici, avaient des équipements plus ou moins adaptés à la montagne. Donc, c'était vraiment les amants ou les mordus du ski qui venaient dans le coin. Et là, bien, avec le temps, ça s'est démocratisé beaucoup. Et depuis aussi l'avènement de la raquette. Les nouvelles raquettes sont plus légères et permettent aux gens qui veulent poursuivre à faire de la randonnée en montagne de le faire de façon sécuritaire et de se rendre à des superbes points de vue, on pourrait dire avec un moindre effort, mais surtout de façon très sécuritaire. Puis ces raquettes-là sont munies de crampons, donc dépendamment dans la même journée, on peut rencontrer de la neige molle, puis près des sommets, une neige qui est plutôt croûtée et durcie, et même de la glace. Donc ces raquettes-là nous permettent de franchir tous ces types de neige-là en montant en altitude et d'avoir quand même le privilège d'aller se promener, se balader dans ces montagnes-là. Les dernières années, il y a eu plein de sentiers qui ont été aménagés, même spécifiquement pour la raquette, pour donner accès à des points de vue. Il y a aussi le ski de fond qui est toujours populaire et ce qui s'est ajouté à ça, c'est le ski de randonnée ou de haute route. Les gens maintenant ont des équipements qui est on pourrait dire un ski avec une technique alpine, mais avec des bottes qui se détachent. Donc les gens ils peuvent, à partir de la base, partir avec ces équipements-là qui sont plus lourds, mais qui sont beaucoup plus solides, donc qui permettent de faire de très beaux virages et de profiter des pentes plus abruptes. Donc il y a quand même un choix assez important de type de glisse ou d'activité à pratiquer en montagne.
On a 53 km de sentiers en hiver et il y a aussi la longue randonnée, les gens qui peuvent partir comme ça sur plusieurs jours, de refuge en refuge. On peut traverser tout le parc, du Mont Logan jusqu'à dans le secteur des Mines-Madeleine ou dans le secteur du lac aux Américains. Donc, il y a des refuges le long du parcours. Les gens peuvent s'arrêter là et faire la randonnée. Il y a même un service de transport de bagages. Donc, pour alléger le sac, au lieu de partir avec une semaine de vivres sur le dos, bien, la motoneige transporte le bagage et à ce moment-là, ça permet de profiter pleinement de la randonnée à ski. Les premières années, c'était des expéditions, mais maintenant, avec tous les services qui sont agglomérés autour de ces activités-là, ça rend ça beaucoup plus facile au niveau logistique. Et ça permet, comme je disais, d'alléger les sacs, aussi de varier le menu. Donc, les gens font transporter ce qui est plus lourd et ils transportent des sacs de jour. Donc, ça permet d'être vraiment beaucoup plus efficace aussi dans la progression entre les refuges. Il y a possibilité aussi de faire de la randonnée quotidienne. Donc, il y a plein de sentiers, comme les plus populaires étant le Mont-Albert, dans le secteur des Chic-Chocs. Il y a aussi dans le secteur des McGarrigle, le lac aux Américains, qui est un secteur très fréquenté. Chaque saison a son cachet et l'hiver, c'est vraiment un autre monde. Tout est recouvert de neige blanche et à une certaine altitude, au-delà de 800 mètres, les arbres se couvrent de givre et ça forme vraiment, comme à certains endroits, on voit des fantômes blancs, là, bien, on ne voit plus une branche. Tout est givré blanc et c'est vraiment spectaculaire de voir ces colonnes givrées. Ce sont des arbres qui vont être protégés d'une certaine façon par ce givre-là, va empêcher les petites branches d'être complètement usées par le vent et ça va leur permettre de persister dans ces environnements-là qui sont super venteux, super difficiles pour la vie qui s'installe dans ces montagnes. Donc, les activités, c'est pas mal ça. Raquettes, ski de fond, télémarque aussi, planche à neige. Les gens, comme il y a certaines sections qui sont faciles d'accès, en moins d'une heure en raquette, on peut se rendre au pied des pentes et pouvoir faire de la descente, soit en planche ou en télémarque ou en ski de randonnée. Il y a aussi des montagnes qui s'ajoutent en hiver autour du parc. Il y a la réserve faunique des Chic-Chocs. Certaines montagnes qui sont à proximité du parc sont dans l'offre d'activités, comme par exemple dans le secteur du mont Hogsback ou le champ de Mars aussi. Ça offre d'autres opportunités. C'est des secteurs un peu plus boisés, en fond de vallée. Parfois, ça nous donne d'autres orientations pour le soleil ou l'enneigement qui peuvent être intéressantes pour les skieurs. L'hiver, le territoire du Parc national de la Gaspésie n'hiberne pas. Que ce soit à ski, à raquette, en télémarque, en snowboard, toutes les occasions sont bonnes pour jouer dehors. Enfilez tucs et mitaines, ces rocheuses de l'Est n'attendent que vous.